Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Place à l'info du week-end avec à la une ce soir le rendez-vous festif du week-end, le West Indies Green Festival au Stade du Moule. Des groupes, des DJ et des exposants, mais avec l'attitude éco-responsable, tout est conçu dans un souci de préservation de l'environnement. Un parfum de vacances se répand à quelques jours du mois de juillet. L'occasion pour nous ce soir de nous intéresser aux destinations choisies par les Guadeloupéens. Et après 3 années de crise sanitaire, les voyageurs ont envie d'évasion et de dépaysement, vous le verrez. Un artiste atypique, Jérémy Huot, et sa passion pour le zouk. Il est d'origine bretonne, mais il a choisi de vivre depuis plusieurs années à Saint-Martin. Il sort son 3e album. Et puis un autre rendez-vous à ne pas manquer ce week-end, la Pool Art Fair, une grande exposition qui revient à Pointe-à-Pitre. Une 60aine d'artistes réunis, des animations, des échanges pour découvrir les talents de nos régions. Un air de vacances plane déjà, place à la détente et au rendez-vous festif. Et ça commence ce week-end. On attend des milliers de personnes au West Indies Green Festival, des DJ, de la musique, un village avec des exposants. Tout est réuni pour s'amuser dans un esprit éco-responsable. Alexandre Ouda et Ronnie Maletti sont allés sur place. 13h au stade Jacques-Pont-Rémy au Moule. Pendant que les premiers festivaliers commencent à arriver, certains se prennent déjà aux différentes activités proposées avant le début des festivités. C'était le cas d'Estelle et sa sœur qui se faisaient face sur ce petit parcours d'obstacles et qui devaient ensuite mettre leur agilité à l'épreuve sur cet exercice rappelant le tri sélectif. Le compas c'est le rose, le compas c'est le rose je rappelle, le compas c'est le rose. Et on s'est dit bon, on va tester même si c'était pas prévu, donc au final ça s'est super bien passé, on était contentes. Ça nous a fait un challenge en famille, c'est bon. C'est à faire et à revenir aussi. Par le jeu, on diffuse des messages. C'est ça notre objectif. Donc en fait, par le jeu, on diffuse à travers ce festival des gestes éco-responsables. Par le jeu, on défend la culture. Par le jeu, on peut transmettre de l'information. En fait, par le jeu c'est un outil qui permet d'apprendre et d'apprendre de manière beaucoup plus fluide en fait et beaucoup plus agréable pour tous. Et pendant que les jeux se poursuivent, certains ont préféré faire plaisir à leurs papilles. C'était le cas de Jade et Manon, qui n'ont pas pu résister à ces alléchants cornets. Ça avait l'air très local. En fait, j'avais déjà entendu parler de ce restaurant et j'avais envie de tester. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une option végane et je suis végétarienne. Donc voilà. La particularité de ce qu'on propose, c'est qu'on fait des bons petits repas qu'on présente dans un biscuit avec de la farine locale. Il est en forme de cône. Il est à base de farine d'igname. On veut faire quelque chose de différent et d'authentique et puis aussi se rapprocher de tous les acteurs économiques puisqu'on a à peu près tout ce qu'il faut. Je dis bien à peu près, mais du moins on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on arrive à faire pas mal de choses sympas. Et pendant que les premiers costumes ou en couleur pour l'occasion font leur apparition, certains artistes apportent les touches finales à leurs œuvres exposées sur ce village pour le plus grand bonheur des festivaliers. Effectivement, pouvoir associer, j'ai envie de dire l'utile à l'agréable. À la fois on s'amuse, on passe au bon moment, on mange des bonnes choses, on a de la bonne musique et en même temps on peut être sensibilisé à différentes causes. Donc oui, faire 2 en 1, je trouve que c'est une bonne chose. De quoi faire doucement monter la température avant les grands shows musicaux prévus ce soir et demain, assurés notamment par Matthew White ou encore Yoon Cheng-MC. Et tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité lors de la manifestation. Les forces de l'ordre sont mobilisées et le préfet de région a également autorisé l'utilisation de drones par la gendarmerie afin de capter, enregistrer et transmettre des images dans l'enceinte du festival en appui du personnel au sol pour prévenir les troubles à l'ordre public. L'utilisation de drones qui s'est beaucoup démocratisée ces dernières années, très populaire, cet appareil permet de réaliser des prises de vue aériennes, mais on y a aussi recours dans la sphère professionnelle, dans l'audiovisuel ou comme moyen de surveillance, on vient de l'entendre. Et en Guadeloupe, sachez qu'une formation pour devenir télépilote existe. Voyez le reportage de Paul-Henri Scoll et Daniel Kérin. L'utilisation du drone au service de l'entreprise et ses performances technologiques ont beaucoup évolué, au point de créer des besoins constants et spécifiques dans de nombreux domaines professionnels spécialisés, d'où la nécessité d'une formation pointue et dans les règles de l'art. La formation que nous dispensons, c'est une formation qui permet effectivement d'avoir les aptitudes déjà pour la pratique. Et concernant la partie théorique, donc c'est à l'issue de cette formation théorique qui est dispensée par nos soins. Donc il y a un examen qui est obligatoire, qui est dispensé par la DGAC.
Et il est vrai qu'il faut avoir une certaine aptitude, et comme je le disais tout à l'heure, donc l'habilité vient avec la pratique. Les drones professionnels sont vraiment aptes à avoir un niveau de sécurité limite parfait, en fait. Oui, c'est-à-dire que... J'ai décidé de me lancer dans la partie drone agricole. Voilà, donc c'est des activités, tout ce qui concerne le drone professionnel exactement. Donc il n'y a pas que l'agricole, il y a pas mal d'activités professionnelles autour du drone. Donc j'ai décidé de basculer, de changer carrément d'orientation et de partir sur l'activité drone. La professionnalisation du télépilotage de drones s'avère être une nécessité dans de nombreuses activités et doit obéir à une réglementation stricte régie par la Direction générale de l'aviation civile, d'où l'obligation d'être bien formé pour mener à bien des missions plus ou moins délicates. Notre cœur de métier touche l'aéroportuaire, donc la sécurité autour des aéroports. La sphère professionnelle est toute acquise à la cause puisque toutes les demandes concernent des personnes qui sont dans le domaine de la réalisation ou alors en tout état de cause, ça touche vraiment la sphère professionnelle. C'est un certificat d'aptitude professionnelle qui est remis par la DGAC avec en complément le certificat d'aptitude au télépilotage de drone pour la partie pratique que nous dispensons. Après, vous apparaissez sur un fichier national qui vous donne la possibilité soit de travailler au sein d'une entreprise comme la nôtre, ou éventuellement de monter votre entreprise et de pouvoir proposer des prestations de qualité. Complémentaire pour certains, reconversion pour d'autres, le télépilotage de drone va pouvoir répondre à des degrés d'intervention spécifiques et d'accès jugés parfois à risque et compliqués pour l'homme. À quelques jours des grandes vacances, certains Guadeloupéens se préparent à voyager. Il y a ceux qui préfèrent le dépaysement, loin des Antilles, et puis d'autres qui choisissent plutôt la découverte de proximité. Alors, quelles sont les destinations tendances? Des éléments de réponse avec Alexandre Ouda et Jean-Marie Mavounzi. 2 ans après la fin de la crise sanitaire et quelques mois après la levée des dernières restrictions pour se rendre dans certains pays, le secteur touristique semble retrouver des couleurs. Et à l'approche de cette période de grandes vacances, les intentions des Guadeloupéens semblent divergentes. J'aime bien pendant les vacances rester à la maison, je préfère partir à Toussaint ou à la fin de l'année. Voilà, tout simplement. C'est pas une question de prix forcément, mais j'aime bien les vacances en Guadeloupe, juillet-août. Le coût du billet déjà, et puis c'est toute une organisation et je ne me suis pas préparée pour ça. J'aimerais bien, mais ce ne sera pas cette année. Bon, faut penser à la planète, les économies, enfin il y a plein de vrais sujets aujourd'hui et il y a des vraies questions qui se posent, donc je suis encore là-dedans, rien n'est décidé, mais j'essaierai de me faire plaisir. Se faire plaisir, une notion qui semble avoir toute son importance cette année. Selon les agences de voyage, les réservations pour cette période estivale ont retrouvé leur niveau d'avant Covid. Avec 5 gros porteurs quotidiens vers Paris, des tarifs promotionnels, ainsi que l'aide à la continuité territoriale pouvant réduire considérablement les coûts des billets, la France hexagonale reste la destination favorite des Guadeloupéens pour juillet-août. Dans cette agence, une grande partie de la clientèle a dû se priver durant la crise sanitaire. Ils entendent bien retrouver les bonnes habitudes. Mais c'était un peu dur quand même. Hein. Ouais, pour rester comme ça, parce que moi, c'était tous les ans. Hein. Ouais. Depuis après la retraite, après la mort de ma femme, bon, je voyais tous les ans. Ils demandent des choses un petit peu particulières qui sortent de l'ordinaire. Donc à cela, on concocte des voyages à la carte. Et on a des destinations qui ont été demandées, qu'on n'avait pas trop l'habitude. Beaucoup les capitales européennes, Londres, le Portugal, l'Espagne. On a aussi des demandes sur la Thaïlande. Donc c'est organisé en voyage à la carte. Des voyages à la carte, auxquels s'ajoute désormais la traditionnelle desserte vers Saint-Domingue, qui rencontre toujours un franc succès auprès des familles de l'archipel. Dans l'actualité, ce soir, un accident à Gourbert qui a entraîné la mort d'un homme de 60 ans. C'était cet après-midi aux alentours de 16h au niveau du rond-point de l'avenue du Général de Gaulle. La victime conduisait en 2 roues. Malgré l'intervention des secours, l'homme n'a pas pu être ranimé. Et puis une disparition inquiétante, celle d'un homme de 53 ans. Jean Migerel n'a plus donné de ses nouvelles depuis le 15 juin. Il aurait quitté son domicile de Petit-Pérou aux Abîmes à pied. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police en composant le 17.
C'est la journée nationale des sapeurs-pompiers. Cette journée rend hommage aux soldats du feu disparus en service, mais surtout elle valorise l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à travers cet événement. C'est d'abord l'engagement citoyen et les valeurs d'abnégation des sapeurs-pompiers que l'État souhaite saluer et mettre en lumière. Frédéric Lhomme, le directeur départemental adjoint du service SDIS, répond aux questions de Rudy Relsi. Ça a été l'occasion également de mettre à l'honneur un certain nombre de nos personnels, qui sont particulièrement distingués l'année dernière, notamment une dizaine qui ont été récompensés pour leur mérite reconnus durant la tempête Fiona qui a durement touché la Guadeloupe en septembre dernier. Et puis nous avons eu également des promotions de grade, mais c'est aussi l'occasion d'honorer l'ensemble des sapeurs-pompiers qui s'investissent chaque jour au profit des concitoyens. Les pompiers de Guadeloupe, l'année dernière, ont fait moins de 7% d'activité sur l'incendie. Plus de 81% de notre activité s'est concentrée sur le secours à personne. Effectivement, plus que des soldats du feu, nous devons être perçus dorénavant comme des soldats de la vie. On revient maintenant sur la tempête tropicale Brett et son passage chez nos voisins du sud des Antilles. Le phénomène a été plus offensif à Sainte-Lucie, Saint-Vincent ou encore Barbade, où l'on recense parfois des dégâts importants. Le récit de Kelly Babo. Les images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Quand on sait qu'initialement Saint-Vincent et les Grenadines devaient à peine être impactés. Les prévisionnistes tablaient sur un passage de l'Œil au nord de Sainte-Lucie, mais c'est finalement Saint-Vincent qui aura subi de plein fouet les foudres de la tempête. Hier après-midi, nous avons eu des appels nous informant que la tempête passerait bien plus au sud que prévu. Et en peu de temps, on a dû prendre des mesures d'urgence. Brett sera donc passé par là dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant de fortes houles, des vents de plus de 100 km/h et des inondations. Au petit matin, les autorités ont recensé des chutes d'arbres, quelques maisons et embarcations détruites, des toitures soufflées par les rafales et une île privée à 50% d'électricité. Dans les endroits les plus impactés, nous avons dû accueillir près de 150 personnes dans des refuges d'urgence. À Sainte-Lucie aussi, la nuit aura été difficile. Mer déchaînée, pluie diluvienne, vent violent. En moins de 4 heures, plus de la moitié des foyers ont été privés d'électricité. L'île recense essentiellement de légers dégâts matériels dus à la force des vents et aux chutes d'arbres, aux éboulements également. La côte sud-atlantique a été l'une des plus impactées. Des villes côtières comme Dennery se sont rapidement trouvées sous les eaux. On a enregistré quelques urgences, mais de manière générale, à travers le pays, il semble qu'à ce stade, il n'y a eu que de petits dégâts à déplorer. Aéroports fermés, liaisons maritimes et activités suspendues, la Barbade était aussi en alerte. Les autorités ont déclaré avoir reçu plus d'une douzaine de rapports d'incidents à travers l'île. Désormais, tous les yeux sont rivés sur la tempête tropicale Cindy, qui suit à la trace Brett. On prend la direction du nord à présent avec ce nouveau pic de tension au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin. Hier, une bonne partie des 17 sages-femmes de l'établissement a interpellé la direction avant de manifester sous le préau. Les sages-femmes dénoncent le manque criant de gynécologues. L'une des seules praticiennes à plein temps a même vu ses congés suspendus à quelques jours de son départ. Réjeanne Malboro répond à Hervé Pédurand. Depuis 2018, normalement, nous avons droit à 4 postes de gynéco. Depuis le départ de gynéco, nous avons fonctionné en sous-effectif jusqu'à présent. Et depuis le départ d'un deuxième gynéco à la retraite en décembre, c'est devenu une catastrophe. Nous avons une gynéco qui est réellement présente à temps plein sur l'île, qui assure toutes les missions, qui fait les césariennes, qui s'occupe des urgences gynécologiques, des urgences obstétricales. Elle fait les consultations, elle gère les blocs programmés, elle vient faire la visite dans le service. Mais maintenant, elle a besoin de repos. On lui a refusé qu'elle parte en vacances. Et là, on dit que stop, on a besoin de gynéco au nombre de 4 pour être dans la légalité. Les sages-femmes, elles assurent un certain nombre de missions, mais si le gynéco n'est pas là en cas d'urgence et pour les suppléer, ben, les patientes et les bébés ils sont en danger. Donc maintenant, on demande à la direction de prendre ses responsabilités. Et entre-temps, à l'issue d'une rencontre exigée par le personnel, la direction a promis l'arrivée de 2 gynécologues dans les jours qui viennent. Et la gynécologue en poste partira finalement en congé lundi prochain.
Des jeunes de la mission locale de Saint-Martin, justement, sont en ce moment au Salon du Bourget à Paris. Le temple de l'aviation accueille des milliers de visiteurs tout au long du week-end, souvent des passionnés. Les jeunes Saint-Martinois, eux, en ont profité pour en savoir davantage sur les métiers de l'aéronautique. Francis Gébrien et Denis Rousseau-Caplan les ont suivis. Ils déambulent sur la piste du Bourget, des étoiles plein les yeux. Ici, l'aviation française et mondiale s'expose. Première escale, la Défense, un petit tour en hélicoptère statique et un jeune totalement conquis. Là, je suis prêt à m'engager à l'armée française. Je veux devenir pompier dans une base militaire. Et c'est pour ça que j'aime tout ce qui est armée militaire. 11 jeunes venus de Saint-Martin avec la mission locale. Leur souhait s'enrichir et découvrir ces métiers de l'aéronautique qui aiguisent leur appétit professionnel. J'étais toujours fascinée par l'hôtesse de l'air. Et là, on voyait les avions, on voyait les professionnels. Ça m'encourage encore plus de faire ce que je veux faire. Il était très important pour nous de venir ici. Et je veux remercier la mission locale aussi, qui nous a permis d'avoir cette chance de venir au Salon de Bourget. Qu'est-ce qu'on demande à une hôtesse de l'air? Il faut savoir nager surtout. Pour les guider, un pilote instructeur aguerri. Sa mission, informer et surtout sensibiliser ces jeunes aux exigences de ces métiers. On a beau avoir tous les diplômes du monde, si on n'a pas un TCA, on ne pourra jamais piloter un avion. Un TCA, c'est quoi? C'est le titre de circulation aérienne, le fameux badge qu'on voit là, que les pilotes ou les mécaniciens ou même une femme de ménage doit avoir sur elle. Donc pour travailler dans un aéroport, il faut une enquête de moralité qui est faite par les fonctionnaires de police, en tout cas qui est faite par l'État. Donc des gens qui ont des casiers judiciaires, il faut dire les choses aussi, jamais ne pourront travailler dans l'aviation. Ces jeunes ont touché du regard et du bout des doigts ces métiers qui les font rêver depuis leur île. Un bilan plus que positif pour la mission locale à l'origine de ce projet. Quand je regarde les jeunes, je pense que les jeunes sont super contents, ils sont ravis d'être ici. C'était quand même une tournée très enrichissante pour eux. Ils ont posé des questions, ils n'ont pas hésité. Même si c'était des questions, comme je l'ai dit, même si c'est des questions bêtes, il n'y a jamais de questions bêtes. Toute question a son importance. Et donc pour moi, je pense que c'est quand même un objectif atteint pour nous et surtout pour les jeunes, afin qu'ils retournent chez eux, ils sachent un peu comment ils doivent procéder, quelles sont de formations, de qui ils doivent se rapprocher afin de pouvoir réussir dans leur projet personnel. Les 7000 km parcourus pour arriver ici n'étaient que simple formalité, tant la joie se lisait sur les visages. Plutôt que le biniou, il a choisi le zouk. Jérémy Huot est d'origine bretonne, mais saint-martinois d'adoption. Il a une passion pour la musique antillaise et il vient de sortir son 3e album. Ses compositions marquent une nouvelle étape dans le parcours du chanteur et guitariste. Hervé Pédurand et Ronnie Maletti l'ont rencontré. Et c'est pour ça, en café ça, demandez-moi, chaque matin, en café ça et qu'a dit-moi, on souhaite là, en café ça et demandez-moi, c'est celle bitin nous besoin. Il chante la vie d'un homme qui s'attache avec plus ou moins de bonheur à accomplir les moindres désirs de sa compagne. Mais Jérémy Huot se voue aussi depuis toujours au rythme caribéen, le compas puis le zouk. Son nouvel album marque d'ailleurs un tournant dans sa carrière. Il représente en fait la fin d'un parcours, d'une quête musicale que j'ai appelé dans le précédent album et qui est encore vrai, c'est Caribbean. C'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu vraiment forger une identité musicale caribéenne et non pas seulement donc les Antilles francophones, mais plus large. Et donc j'ai voulu mettre dans cet album en fait toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des années en termes de musique caribéenne. Enseignant de formation, Jérémy a fait appel à des amis de longue date, tels les frères Charbonnier de The Clouk, Claudie Durizo ou encore Dave Martial, complice de son aventure musicale qui a presque commencé au berceau. J'ai baigné dedans, après comme je te dis, c'est ça qui est intéressant avec les parcours musicaux, c'est que déjà chacun on a un chemin différent, mais chacun en fait on arrive tous au même résultat, c'est cet amour normalement de la musique live. La guitare, c'est mon instrument de préférence, donc forcément, je lui donne une part plus importante qu'aux autres instruments.
Place maintenant au concert live pour promouvoir ses nouveaux titres zouk rock sous le reggae sur les scènes saint-martinoises et ailleurs. Le zouker blanc suit son chemin. Pour moi, la zouk panicoulet, donc ça me dérange pas. Que du zouker blanc, noir, jaune, rouge, comme tu veux. À Saint-Martin, c'est même eux les premiers qui m'avaient appelé le white zouker. Donc là, ça fait français, anglais. Je dis pourquoi pas. Ça me dérange pas plus que ça. Ensemble, vous et moi, nous qui rêvons, dis-moi ça au besoin, pour sentir bien. Ensemble, vous et moi. Et on en profite pour saluer la Friendly Island Saint-Martin. Je vous le disais en titre, c'est le retour de la Pool Art Fair à Pointe-à-Pitre. Cette grande exposition a pris ses quartiers depuis hier au terminal de croisière où une cinquantaine d'artistes partagent leur univers avec le public. Que vous soyez passionné d'art, amateur ou tout simplement curieux, la Pool Art Fair vous offre l'opportunité de rencontrer les plasticiens et de mieux connaître le marché de l'art sous nos latitudes. Je vous propose d'en parler avec l'artiste et fondateur de la Pool Art Fair, Thierry Allais. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous. Après le Covid et une version virtuelle de la Pool Art Fair, vous revenez à une exposition en live, j'ai envie de dire. Est-ce que l'art finalement n'est pas plus concret et plus vivant lorsqu'il est accessible ? Oui, certainement, c'est quelque chose à laquelle on est attaché, c'est-à-dire à faire en sorte que l'art soit accessible ou disponible, en tout cas mis à la disposition du plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce salon. Donc absolument. Et on est content d'être de retour. On est surtout content qu'en réalité, le public a continué à nous suivre. On est là depuis jeudi soir, c'était le vernissage, et on a à peu près le même nombre de visiteurs qu'en 2019 à la dernière édition ici au terminal de croisière à l'invitation de Guadeloupe Port Caraïbes. Alors, parmi les nouveautés de cette édition 2023, hier tout d'abord une nocturne en partenariat avec des commerces de Pointe-à-Pitre. Cet échange, ce lionnage au cœur de la ville participe aussi, selon vous, au succès de la Pool ? Oui, absolument. En réalité, c'est une façon. Excusez-moi, monsieur. Ça, c'est Styx, il a fait exprès, je pense. C'est le champion du monde de body painting. Il a un stand. Bon, ça fait partie des nouveautés, la grandeur des stands. On a pas mal d'artistes aussi, dont c'est la première, comme Ronald Cyril. Mais hier soir, on a fait, c'est la deuxième édition de Night with the Museums, avec la ville de Pointe-à-Pitre, où il y avait une dizaine de lieux d'art qui étaient ouverts juste à la fermeture du salon. On s'est dit que en fait, il y a beaucoup de monde dans le salon, mais quand on ferme à 20h, de faire en sorte que le reste de la ville et les autres lieux d'art puissent aussi en profiter. Donc c'était le cas. On était nous ouverts à Artruche. Il y avait aussi la médiathèque de Pointe-à-Pitre. Il y avait le Green Hostel, le Factory, l'Hôtel Victoire, etc. Et ça a bien marché. Autre rendez-vous de cette Pool Art Fair, le Black Market. Expliquez-nous de quoi il s'agit au juste. Alors le Black Market, c'est une expo dans l'expo. Alors je voudrais quand même remercier les partenaires, Cimanti, mais aussi le ministère de la Culture. C'est une expo dans l'expo, et cette exposition, c'est environ 60 mètres carrés, où on a demandé à un commissaire d'exposition, Veren Cipolloni, de choisir des artistes à sa discrétion et de les inviter à travailler sur un thème. Cette fois-ci, le thème, c'était de décliner des sacs de ciment. Mais c'est une exposition qui permet d'avoir le regard d'une personne sur l'ensemble des œuvres ou sur l'ensemble des artistes. C'est aussi pour nous, à travers le salon, de faire en sorte que plusieurs métiers de l'art contemporain puissent être mis en avant et éventuellement promus. Et dans ce cas, c'est le métier de commissaire d'exposition. Le commissaire d'exposition ou la commissaire d'exposition, c'est la personne qui va choisir des artistes et aussi choisir des œuvres en fonction de son regard et de ce qu'elle pense qui est intéressant à montrer dans un environnement particulier. Aujourd'hui, c'est la Pool Art Fair en Guadeloupe. Demain, Vérène peut être invitée à être la commissaire d'une exposition dans un musée ou peut-être dans une autre salle d'exposition ici ou en Martinique. Et donc ça fait partie des métiers. On a aussi un autre programme qu'on a appelé Médiation. Et là, on a mis en relation des artistes avec des critiques d'art. Et donc, pareil que pour le commissaire d'exposition, l'idée, c'est de mettre en avant le travail de critique d'art. Et donc, on n'imagine pas, ou peut-être qu'on s'imagine, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de métiers
qui découlent du travail des artistes en art contemporain. Merci, il y a aussi Thierry pour Allais. nous les monteurs, ceux qui montent les expositions. Merci beaucoup. Bien évidemment, le public est invité à venir vous rencontrer sur place. Il y a beaucoup de choses à dire. Ne manquez pas ce rendez-vous. Dernière chance demain d'aller voir les œuvres et les artistes de 12h à 20h. C'est au terminal de croisière sur le port de Pointe-à-Pitre. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations. C'est la tenue ce week-end du West Indies Green au stade du Moule, un festival de musique, des groupes et des DJ, mais avec l'attitude éco-responsable. Tout est conçu dans un souci de préservation de l'environnement. Une manifestation où plusieurs milliers de personnes sont attendues. Retour de l'info demain matin en radio, vous serez accompagné par Peggy Robert dès 6h. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée, bon dimanche et soyez prudents.